Bonsoir à tous, rebonsoir à ceux qui étaient là quand j'ai fait la petite intervention. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce contretemps technique. Nous avons récupéré M. Théard avec nous, donc tout va bien, on va pouvoir commencer. Au nom de l'appel national, au nom de l'ensemble de l'équipe et en tant que membre du bureau responsable du service information conseil aux familles, je suis ravie de vous retrouver pour ce second volet Parcoursup que nous avons le plaisir de vous proposer ce soir. Après une première présentation que nous avons vécue le 8 décembre dernier sur les grands principes du calendrier, la démarche en elle-même, on se retrouve ce soir, 3 semaines après l'ouverture des inscriptions sur la plateforme, avec le souci de vous permettre de mieux accompagner votre enfant dans cette étape qui est très importante puisqu'il s'agit de la formulation des vœux vers les études supérieures. Nous en profitons également pour remercier M. Théard très sincèrement d'être avec nous là ce soir. M. Théard, je rappelle, qui est inspecteur général de l'éducation, il est chef de projet de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et il officie bien sûr au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci pour votre présence avec nous ce soir par téléphone et merci vraiment d'être aux côtés de l'appel et l'intérêt que vous portez aux parents d'élèves. Dans ce webinaire, vous allez prendre le temps de nous apporter quelques précisions, mais aussi des précieux conseils sur cette démarche de candidature Parcoursup. Je rappelle qu'il est ouvert depuis le 17 janvier, qui fermera le 3 avril 2024. Donc, on va aborder très, très concrètement ce soir comment rechercher les vœux, comment les formuler, comment finaliser le dossier et confirmer ses vœux. La présentation ne mettra pas, bien sûr, de faire un focus sur les spécificités qui sont liées à l'accompagnement des candidats en situation de handicap ou atteints de troubles de santé invalidants. Comme vous le savez, donc, nos services information conseil aux familles, qui sont donc bien sûr à tous les échelons de notre mouvement, jusque dans nos établissements scolaires, ont à cœur de pouvoir s'adresser à tous les parents en favorisant donc notamment la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers dans le cadre d'une école inclusive. Alors surtout, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services, information conseil aux familles. Je rappelle que les services sont gratuits, qui sont destinés à vous informer sur l'orientation, la sensibilisation autour de l'accueil de la différence, mais plus globalement, tous les sujets éducatifs qui vous intéressent. Avant de laisser la parole donc, à Gilles Demarquet, président national de l'APEL, je vous donne deux petites informations pratiques. Le chat est ouvert, vous pouvez poser vos questions. Bien sûr, Hélène Lobignac, qui m'accompagne ce soir, fera la sélection des questions les plus posées et les adressera donc à Jérôme Théard. Donc, Hélène qui est au bureau national comme moi-même. Il y aura donc des temps d'ajustement pour les poser. Le replay sera disponible sur le site interne de l'APEL national et donc vous aurez ce lien dans le chat. Petite information qui vous sera communiquée par Laure Coquelet qui fera la conclusion ce soir pour vous. Une petite info sur un webinaire de la physique. Elle vous donnera toutes les informations, donc restez bien jusqu'à la fin. Et je vous remercie, Gilles, c'est à toi pour ton petit mot d'introduction. À très bientôt. Merci Catherine. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ce retard. Je suis avec M. Théard qui va nous parler dans quelques minutes. Donc, comme l'a dit Catherine, ce webinaire, qui est le second d'une série, rentre dans cette logique d'accompagnement des parents pour vous aider à accomplir votre mission de premiers éducateurs de vos enfants. Et je remercie Catherine et toute l'équipe de l'avoir organisé. Je remercie aussi M. Jérôme Théard pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Comme vous le savez, la collaboration avec les équipes du ministère de l'Enseignement supérieur et celle de l'APEL pour mieux informer tous les parents est très importante. Merci à vous tous d'être connectés. Vous êtes encore très nombreux, ce qui montre que le sujet est important. Alors, je voudrais insister sur l'importance de notre position de parents en tant qu'accompagnants du processus Parcoursup de nos enfants. Il me semble important que nous accompagnions nos jeunes du mieux possible et surtout sans stress. Notre rôle de parent, il est bien de l'accompagner dans son cheminement, de l'aider dans les choix qu'il va faire sur Parcoursup et non de le faire à sa place ou décider pour lui. Chaque jeune est unique et il faut l'aider à grandir, à trouver son propre chemin sans être influencé par nos propres présentations. Notre objectif est de minimiser le stress de nos jeunes et les accompagner au mieux. Vous savez aussi qu'il existe beaucoup de chemins possibles pour réussir sa vie et nous savons aussi que nos jeunes feront pour beaucoup plusieurs métiers différents dans la vie professionnelle et que rien n'est figé. Je sais aussi qu'il y a parfois une course à l'échalote sur certaines rubriques qu'on a à remplir dans Parcoursup, comme les activités ou les centres d'intérêt, alors que ça ne sert à rien de stresser. Il faut exprimer ce que l'on aime,
ce que l'on a vécu, comment cette expérience correspond à son aspiration, mais sans multiplier forcément les activités associatives pour en cumuler un nombre important, surtout si elles ne nous correspondent pas et si on n'a pas vraiment eu la possibilité de les faire. L'objectif est vraiment de permettre à chaque jeune de partager ce qu'il aime. Alors, Catherine l'a indiqué, vous vous souvenez que lors de notre dernier webinaire, je vous avais invité à être vigilant sur les parcours qu'allaient suivre vos enfants, en particulier sur les diplômes, car tout ne se vaut pas. Et il n'y aurait rien de pire que de s'engager sur une formation qui semble attractive, mais qui déboucherait sur du sable. Il faut donc savoir poser les bonnes questions sur une formation, et c'est pour cela que nous organisons pour vous, lundi prochain, 12 février à 18h30, un webinaire à ce sujet qu'on organise avec la FESIC. Donc, toutes les informations sont disponibles en fin de webinaire sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez déjà scanner le QR code dès maintenant et on va tâcher d'éviter les problèmes techniques comme cette fois-ci. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Jérôme Teilhard, que vous ne pourrez pas voir, mais qui est par la voix avec nous ce soir. C'est à vous, Monsieur Teilhard. Destiné à permettre à la fois de former de recevoir des propositions d'admission, et l'objectif c'est de vous permettre de consulter l'ensemble de l'offre de formation de manière simple avec un seul calendrier à retenir, un seul dossier à constituer pour vos enfants. Parcoursup, c'est environ aujourd'hui 23 000 formations qui disposent des diplômes, des titres reconnus par l'État, avec deux types, à la fois des formations sous statut étudiant. On y retrouve évidemment les différentes licences de l'université, les parcours professorat des écoles, les parcours d'accès santé. Tout cela est organisé par les universités. Et puis on retrouve les sélectives qui sont les classes préparatoires, les BTS proposés par, qui sont les bachelors universitaires de technologie proposés dans les IUT. Et puis beaucoup d'autres formations aussi portées par d'autres ministères. Formation en soins infirmiers, formation du travail social, école vétérinaire, formation de la culture. Voilà, ça représente un premier ensemble de formations. Des formations également en apprentissage, j'y reviendrai, puisque l'apprentissage est aussi une modalité recherchée par l'ensemble des jeunes qui permet de cumuler à la fois un temps en entreprise et puis un temps de formation dans un centre de formation d'apprentis. Le point commun pour vous y retrouver sur l'ensemble de ces formations, eh bien, c'est que nous affichons sur Parcoursup, et j'y reviendrai, une fiche de formation qui comporte toujours les mêmes types d'informations homogènes de manière à vous permettre de vous y retrouver. Il existe encore quelques formations hors Parcoursup, et puis j'ai bien retenu votre séminaire que vous organisez avec la FESIC, et je vous invite moi de même à être aussi vigilant quand il y a des formations hors de Parcoursup, à bien vous renseigner si vous le souhaitez. Si on passe à la slide suivante, ce que je vous propose, c'est un petit focus sur les formations qui sont en apprentissage. Elles sont de l'ordre de 9 000. On y retrouve pour l'essentiel des formations qui sont en BTS, des formations qui sont en IUT, mais aussi quelques mentions complémentaires ou titres professionnels du ministère du Travail. Finalement, être apprenti, qu'est-ce que c'est pour un jeune? C'est à la fois être un étudiant salarié, c'est-à-dire que vous travaillerez une partie du temps dans une entreprise, et puis d'avoir un temps de formation auprès d'un centre de formation d'apprentis. Évidemment, la différence avec la formation sous statut étudiant, c'est qu'il faudra trouver un employeur d'apprenti et signer donc un contrat d'apprentissage avec l'employeur. C'est aux établissements de formation, les CFA, d'accompagner dans la recherche d'employeurs les candidats. Donc, ces principes-là, 23 000 formations au total, 9 000 formations en apprentissage. Alors maintenant, si on passe à la slide suivante, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on trouve ces formations finalement? Plateforme Parcoursup. Je le précise d'abord, la plateforme Parcoursup, c'est une plateforme qui est ouverte toute l'année, sur laquelle vous pouvez aller consulter les formations. Si vous souhaitez, et on le voit peut-être là sur la slide 4, si vous êtes bien affiché, eh bien, on voit une représentation photo de ce qu'est le moteur de recherche, où on peut trouver des formations à la fois en utilisant des mots-clés, par exemple Sciences Po, ingénieur, voilà, chacun des mots-clés qui vous passent par la tête ou dont vous avez connaissance peut-être pour qualifier telle ou telle formation. Vous pouvez aussi identifier des zones géographiques. Par exemple, vous êtes intéressé plus particulièrement par une ville, par un département ou par une région. L'ensemble de ces éléments, vous pouvez les utiliser. Vous pourrez ensuite affiner les résultats de votre recherche en naviguant sur la carte que vous voyez apparaître
en zoomant évidemment pour vous permettre d'identifier chacune des formations. Lorsque l'on est, si on passe à la slide 5, lorsqu'on accède finalement à une formation qu'on a recherchée, on pourra identifier à la fois le nombre de places, on pourra identifier aussi ce qu'on appelle le taux d'accès. Le taux d'accès est un élément d'information important qui permet de constater finalement quel est le niveau de la demande. Est-ce que cette formation est très demandée? Est-ce qu'elle est peu demandée? Ou alors, est-ce que finalement cette formation accueille tout le monde? Si vous le voyez là sur la slide 5, sur la formation qui s'affiche à droite, vous voyez que le taux d'accès est à 98%. Très concrètement, ça veut dire que 98% des candidats qui avaient candidaté sur cette formation ont reçu une réponse positive pour s'y inscrire. Vous y retrouvez aussi, vous le voyez sur la partie droite de la diapo, que pour chaque petit encart de formation, on affiche des formations similaires. C'est un point important parce que souvent les lycéens ont tendance à considérer qu'une seule formation mène à un seul métier. La réalité est souvent bien différente. Beaucoup de formations présentes sur Parcoursup peuvent conduire vers le même environnement professionnel. Donc, en mobilisant cette petite fonction formation similaire, on peut aussi découvrir des formations finalement qu'on ne connaissait pas et qui sont toujours en lien avec la recherche finalement de métiers ou de perspectives professionnelles qui intéressent votre enfant. Je vous signale 2 évolutions que nous avons introduites cette année et qui sont au bénéfice de vos enfants pour les aider dans leur recherche. La première, c'est ce qu'on appelle sélectionner des favoris. Vous le voyez sur le petit encart, en haut à droite, il y a un cœur. En cliquant sur ce cœur, eh bien, vous avez la possibilité d'identifier pour vous, de mettre des commentaires sur une formation que vous aimez, d'y mettre le cas échéant même une note. Ces informations, elles ne sont que pour vous, mais ça vous sert à quoi? Eh bien, ça vous sert au fur et à mesure de vos recherches à enregistrer des favoris, à les mettre de côté. Et au moment où vous devrez formuler vos vœux et vous devrez vraiment choisir vos vœux, eh bien, d'avoir toute la liste des favoris que vous aviez identifiés. Le deuxième élément, vous le voyez, c'est ajouter au comparateur, on le voit sur le petit encart, eh bien, ça vous permet de comparer quelques formations que vous avez ajoutées dans le comparateur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 formations et vous pourrez finalement faire voir côte à côte sur votre écran 5 formations sur la base de critères que nous avons identifiés dans un dialogue avec les élèves et les familles. Le premier élément, c'est quel est le statut de la formation? Elle est publique, elle est privée? Est-ce que cette formation dispose d'un label donné par le ministère de l'Enseignement supérieur? Un label exprimant le contrôle qui est organisé sur cette formation. Nous pouvons voir aussi quels sont les frais de scolarité, le niveau de demande sur cette formation. Est-ce qu'elle est très demandée, peu demandée? Est-ce que cette formation peut accueillir des étudiants boursiers? Je crois que voilà, vous avez une série d'informations. Là encore, il n'y a rien d'obligatoire, mais ce petit comparateur, c'est une information qui reste très personnelle et qui vous permet de comparer. Je vais donner un exemple très concret. Votre enfant est finalement intéressé par les licences de droit. Eh bien, il peut comparer 5 universités différentes. Il peut aussi comparer, par exemple, des facultés d'enseignement catholique et puis des universités. Donc voilà, chacun trouvera ses différences à travers ces éléments de comparaison. Lorsque je rentre plus en détail sur la slide 6 et que je vais sur ce qu'est finalement la fiche de formation de Parcoursup, l'avantage que donne Parcoursup par rapport à toute l'information que vous pouvez trouver ailleurs, c'est que quelle que soit la formation que vous cherchez, l'information sera présentée de la même manière. Il y a 6 rubriques et chacune d'entre elles est détaillée sur la slide que je vous montre. La première, c'est découvrir la formation et ses caractéristiques. Vous y retrouvez des informations essentielles comme le statut d'établissement, les frais de scolarité, date de jour des portes ouvertes. Et c'est des informations généralement qui sont importantes pour comprendre le contenu de la formation qui vous intéresse. La deuxième, c'est comprendre les critères d'analyse des candidatures. C'est souvent un sujet d'intérêt, si ce n'est d'angoisse pour chacun des candidats. Et vous pouvez retrouver ce que chaque formation a identifié comme élément de critères qu'elle va utiliser. Quelle est la part donnée aux résultats scolaires, les notes? Quelle est la part donnée aux appréciations? Quelle est la part donnée à la motivation ou à l'engagement? Voilà, ce sont des éléments que vous retrouverez sur cette rubrique. Une troisième rubrique, consulter les modalités de candidature, elle sert précisément à identifier si cette formation va organiser un concours, si elle va organiser des épreuves écrites ou orales, de manière à ce que vous soyez informés. Quelques chiffres clés que nous vous présentons dans une rubrique ad hoc qui vous permettent de mieux comprendre quels étaient les candidats qui ont été admis l'année précédente sur cette formation, de manière à pouvoir
vous aussi vous interroger sur est-ce que cette formation correspond à mon profil. Avant-dernière rubrique, c'est celle des débouchés professionnels. Important que vous puissiez resituer l'intérêt de cette formation par rapport à votre projet personnel ou professionnel. Et puis la dernière qui était des contacts au sein de l'établissement avec des référents pédagogiques, des référents administratifs, mais aussi un référent handicap. Je crois que c'est important. J'y reviendrai en faisant un petit focus sur l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Si je passe à la slide suivante, la slide 7, eh bien, un petit focus sur ces modalités d'examen affichées pour chaque formation. Je crois qu'il faut distinguer ce qu'on appelle les formations sélectives et non sélectives. Je crois que c'est souvent une question que vous pouvez vous poser. Je voudrais essayer d'y revenir. Dans les formations sélectives, ce sont les classes préparatoires, les IUT, les BTS, les écoles, les instituts de formation en soins infirmiers. Eh bien, l'admission, elle se fait sur dossier ou parfois sur des épreuves écrites ou orales. Et une formation a le droit de répondre négativement à votre candidature. C'est-à-dire que, quelle que soit sa capacité d'accueil, elle examine les dossiers, peut tout à fait répondre négativement à des candidats dont elle estime qu'ils ne pourront pas réussir dans cette formation. Lorsqu'il s'agit des formations non sélectives, vous voyez, eh bien là, la formation n'a pas le droit de répondre négativement à un candidat. Elle doit classer l'ensemble des candidats. Alors, à la question, est-ce que non sélectif, ça veut dire qu'on prend tout le monde? Ben, la réponse est non. On peut avoir des non sélectifs qui sont tenus d'accueillir tout le monde jusqu'à la hauteur de la capacité d'accueil, mais si évidemment il y a 5000 candidats pour 2000 places, vous voyez bien qu'il y a des candidats qui ne pourront pas être accueillis dans cette formation. Mais le principe, c'est bien que les formations non sélectives doivent classer tous les candidats et ne répondent pas négativement. Si je passe à la slide 8, pour identifier avec vous quel est le bon réflexe sur Parcoursup, ben, le bon réflexe, c'est toujours de s'informer et d'échanger. Je crois que c'est le souci que vous avez puisque vous êtes venus ce soir participer à ce live ensemble. Nous organisons tout au long de la session Parcoursup des petits lives qui vous permettent de répondre à des questions très concrètes, comment s'inscrire, comment formuler des vœux. Mon collègue organisait ce soir un live avec des formations, avec des étudiants en soins infirmiers, de manière à répondre à des jeunes qui sont intéressés par les études d'infirmiers ou d'infirmières. Le deuxième réflexe, c'est celui d'échanger d'abord au sein de son lycée avec son professeur principal. Je pense que pour tous les lycéens, c'est un réflexe utile parce que les professeurs principaux connaissent la procédure Parcoursup depuis 7 ans et donc sont en capacité de répondre à beaucoup de questions qu'ils ont déjà connues avec des lycéens. Vous pouvez aussi échanger, et moi je vous invite à profiter des temps de journée porte ouverte organisés par les établissements d'enseignement supérieur. Vous pouvez y rencontrer des enseignants, bien sûr, mais aussi des étudiants. Et je crois que c'est les leçons des études que nous faisons chaque année sur les usagers, c'est qu'ils nous disent à quel point les journées portes ouvertes sont un moment pour se rassurer, pour mieux comprendre les formations. Et moi, je le dis de manière générale, je crois que Parcoursup est une plateforme qui vous sert pour accumuler un certain nombre d'informations, mais ensuite pour pouvoir aller poser des questions. Et qu'il faut vraiment se saisir de ces opportunités. Vous retrouverez sur la plateforme, sur chaque fiche de formation, les dates des journées portes ouvertes. Vous avez même la possibilité de signaler, de demander à Parcoursup qui vous alerte sur la journée porte ouverte de la formation que vous avez classée en favori. N'hésitez pas à recourir à ces dates de journée porte ouverte. Il y en a maintenant aussi bien en présentiel qu'en distanciel pour répondre à toutes vos questions. Si on passe à la slide suivante, quand vous êtes sur Parcoursup, vous n'êtes pas seul. Il y a au-delà de l'accompagnement dans votre lycée, le lycée de votre enfant en tout cas, eh bien, nous avons à disposition à la fois un numéro vert qui est ouvert depuis le 17 janvier et qui répond, c'est le 0800 400 070. On peut le contacter depuis l'international si parmi vous, il y a des parents d'enfants qui sont scolarisés dans les lycées français à l'étranger. On peut aussi les contacter depuis les Outre-mer. Messagerie contact, elle est accessible directement dans le dossier Parcoursup, dans le dossier du candidat, et elle permet finalement d'interagir avec les professionnels de la plateforme à tout moment. Enfin, les réseaux sociaux de Parcoursup, présents sur les principaux réseaux sociaux pour suivre l'actualité, mais aussi parfois pour répondre à des questions que posent un certain nombre de candidats. Je voudrais faire maintenant un petit focus sur deux questions qui font partie des questions régulièrement posées par les parents.
Premier focus sur la slide 10, sur la question de l'accompagnement des candidats en situation de handicap ou atteints d'un trouble de santé invalidant. Première réflexion que je voulais faire avec vous, on n'a jamais obligation sur Parcoursup de signaler ou de déclarer un handicap, de quelque nature qu'il soit. Je voudrais dire que, moi j'accueille des étudiants et l'ensemble des formations d'accueil s'engage à ne pas pratiquer de discrimination en fonction du handicap. Je vous rappelle que c'est interdit par la loi. Deuxième chose, parce que nous savons qu'il y a des étudiants en situation de handicap qui veulent prolonger leur parcours, nous avons prévu sur chaque fiche de formation, dans la rubrique des contacts avec l'établissement, un référent handicap. Il est là pour vous renseigner sur les modalités d'aménagement, d'études, d'aménagement de parcours qui peuvent être faits, adaptés à la situation de votre enfant s'il est concerné par un handicap. La deuxième chose, c'est que nous permettons à chaque candidat en situation de handicap, et je pense notamment aux lycéens, de renseigner dans une fiche de liaison, dans son dossier, eh bien, les dispositifs d'accompagnement dont il a bénéficié lorsqu'il était au lycée. Je crois qu'il y a le PAI, il y a le PAE aussi. Alors, je n'ai plus la mémoire de tous les sigles des dispositifs d'accompagnement, mais vous pouvez les renseigner à travers cette fiche de liaison. Ce qui est très important à retenir, c'est que à la fois cette fiche est facultative, on n'est jamais tenu de la remplir. La deuxième chose, c'est que les informations que votre enfant signalera dans cette fiche resteront absolument confidentielles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas transmis aux formations d'accueil au moment où ils examinent les dossiers. Mais quel est le sens de cette fiche de liaison? C'est finalement, lorsque votre enfant aura accepté une proposition d'admission, eh bien, il pourra demander à Parcoursup de transmettre cette fiche au référent handicap de l'établissement choisi, de manière à ce qu'il puisse y avoir un dialogue le plus tôt possible et le plus en amont de la rentrée. L'objectif, c'est d'anticiper la rentrée et que des dispositifs étaient prévus lorsque la rentrée interviendra, plutôt que de découvrir ça au dernier moment. Enfin, je le signale pour les étudiants en situation de handicap, lorsque l'un d'entre eux n'aurait pas trouvé de formation, lorsqu'il a trouvé une formation mais que celle-ci ne présente pas les modalités d'accessibilité qui sont adaptées à ses besoins spécifiques, eh bien, chaque candidat concerné pourra solliciter le recteur via la messagerie contact de Parcoursup de manière à demander un accompagnement et demander surtout à être inscrit dans l'établissement qui est le plus adapté. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis un candidat en situation de handicap et l'établissement de formation, les propositions que j'ai eues sur Parcoursup ne me permettent pas de suivre mes obligations de soins en proximité avec l'établissement hospitalier ou le service médico-social qui m'intéresse. Eh bien, vous pouvez à ce moment-là saisir le recteur et il pourra prononcer une inscription dans l'établissement qui est le plus proche, le plus adapté par rapport à vos besoins. Deuxième élément de focus sur la slide 11, c'est la question de la césure. Chaque année, cette question est posée. Alors, peut-être un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la césure? La césure, c'est un cadre qui permet à un candidat sur Parcoursup ou un futur étudiant, finalement, de s'inscrire dans un établissement de formation tout en suspendant, finalement, la période des cours pour réaliser son projet. Un projet associatif, un projet de départ à l'étranger, un projet d'entrepreneuriat, par exemple. Comment ça fonctionne? La césure, un candidat sur Parcoursup peut la demander dans son dossier. Cette information, elles ne seront pas transmises aux formations d'accueil au moment où elles examinent les candidatures, mais lorsque votre enfant, fils ou fille, aura choisi sa formation, eh bien, en même temps qu'il ira s'inscrire, Parcoursup transmettra à l'établissement le souhait de votre enfant de faire une césure. Il y aura un échange avec l'établissement d'accueil, il a le droit de refuser une césure, il a le droit d'accepter, et s'il accepte, il y aura une convention signée entre l'étudiant et l'établissement d'accueil. Qu'est-ce qui se passe très concrètement? Eh bien, l'étudiant fera son projet de césure. Pendant ce temps-là, il aura bien le statut d'étudiant, il pourra être même légitime à demander des bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur s'il est éligible. Et puis, quand au terme de sa phase de césure, il souhaite revenir dans sa formation et y intégrer et la poursuivre, eh bien, il n'aura pas à repasser par Parcoursup. La place est gardée au chaud, entre eux. Je le dis aussi, et je pense que ça doit être l'essentiel des cas, il est éminemment probable qu'à l'occasion de ce temps de césure, eh bien, l'étudiant ait finalement découvert ou fait évoluer son projet. Eh bien, évidemment, lorsqu'il revient
S'il n'est pas intéressé, il n'est plus intéressé par la formation qu'il intéressait au départ et qu'il en souhaite une autre, il pourra recandidater sur Parcoursup pour trouver une autre formation qui correspond à l'évolution finalement de sa réflexion à l'issue de la césure. Voilà. Je voulais faire ces petits focus, le handicap, la césure, parce que ce sont souvent des points sur lesquels il y a des interrogations. Peut-être qu'on peut faire une première pause à l'issue de ce premier tour d'horizon. Il y a peut-être des questions que vous avez à me poser. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Teilhard. Alors, bravo déjà pour cette adaptation, hein, parce que c'est vrai que même par téléphone, les choses se font parfaitement et tout est bien orchestré. Donc, au niveau des questions, il en va de même, puisque nous avons effectivement une question sur la césure. Alors, vous imaginez, on en a plusieurs, hein, mais en disant, par exemple, l'année de césure n'est pas certaine. C'est un projet de service civique international. Faut-il valider l'année de césure, puis finalement ne pas demander à l'activer, et comment dans ce cas, une fois que les réponses des établissements ont été faites, est-ce qu'on fait cette année de césure ou pas lorsque l'on a cette certitude? Donc ça, c'est la première question. Alors, ouais. Peut-être pour vous répondre tout de suite, c'est-à-dire que ça vous engage à pas grand-chose de faire la demande sur Parcoursup. Vous avez un projet, vous ne savez pas s'il est exactement certain. Après, au moment où, de toute façon, je rappelle que, c'est ce que j'ai dit, vous allez faire la démarche, vous allez répondre à des propositions, vous allez choisir un établissement et l'information sur la césure ne sera transmise qu'au moment où vous allez vous inscrire dans l'établissement. Vous avez tout loisir à ce moment-là, en fonction de l'évolution de votre réflexion, soit de dire à l'établissement: j'avais demandé une césure au moment de mes candidatures sur Parcoursup, mais je ne suis plus intéressé. Et à ce moment-là, l'établissement en tiendra en compte. De toute façon, vous ferez partie de l'effectif étudiant. Et puis, si le projet vous intéresse toujours, eh bien, à ce moment-là, vous faites la demande, vous accompagnez finalement votre inscription en disant, voilà, je veux confirmer mon projet de césure que j'avais manifesté dans Parcoursup. Et là, vous rentrerez en discussion avec les responsables pédagogiques de l'établissement qui évalueront la qualité de votre projet de césure. S'ils l'acceptent, signeront une convention avec vous pour encadrer finalement le travail. Sans doute, vous aurez à produire un rapport au terme de votre phase de césure. Mais voilà, je veux vous rassurer, je pense que ça ne vous coûte rien de faire la demande sur Parcoursup au moment dans votre dossier, et puis vous avez le droit de changer d'avis. Parfait, merci pour cette réponse très précise. Alors, autre question, vous nous avez parlé tout à l'heure des élèves en situation de handicap, mais quid en fait des élèves qui ont eu des accidents de la vie, c'est-à-dire à quel endroit doivent-ils renseigner par exemple un plâtre de bras ou de jambes nécessitant un tiers-temps? Est-ce que c'est dans ma scolarité puis les éléments liés à la scolarité, ou est-ce qu'il existe un autre champ dédié? Est-ce que c'est le même que celui que vous nous avez indiqué tout à l'heure? Alors, c'est une question importante, je le signale. Le 24 février, je ferai un live avec des associations qui s'appellent Droit au Savoir, qui est vraiment une association représentant des parents d'enfants handicapés. Je ferai un live avec eux, donc tous ceux qui seraient vraiment intéressés par cette question, puis qui ont à traiter cette question, s'ils le souhaitent, évidemment, ils peuvent tout à fait participer. Ce que je peux déjà vous dire ce soir, c'est comment dire ça? Il y a deux types de situations. Il y a la première, eh bien, j'ai eu un accident et finalement, par exemple, le deuxième trimestre de l'année de première, je n'ai aucune note parce que j'ai été hospitalisé. Ça peut arriver. Vous avez le droit, dans la rubrique éléments liés à ma scolarité, de le renseigner pour expliquer finalement aux formations post-bac que dans l'ensemble des bulletins scolaires qui vont remonter dans votre dossier, eh bien, il y a une situation où il n'y a pas de note, mais qu'elle s'explique par un accident de la vie et pas par le fait que vous étiez absent sans justification. Là aussi, c'est chacun qui le décide. Ça n'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité de le faire. Je rappelle aussi, je prends une autre situation, parce que en fait, j'ai eu un échange il y a quelques jours avec un proviseur et qui me posait une question un peu similaire. Et il me demandait, est-ce que l'établissement, lui, peut signaler? En fait, ce que je trouve, c'est que ce que je lui ai répondu, et je crois que ça correspondait à peu près à leur pratique, c'est qu'un chef d'établissement qui va remplir la fiche à venir, j'y reviendrai tout à l'heure pour expliciter ce que c'est,
peut tout à fait y avoir une appréciation qui est non seulement bienveillante, mais en même temps pédagogique vis-à-vis des établissements d'accueil. C'est-à-dire que expliquer, pas donner l'impression qu'une information manquante est liée à une absence, mais qu'une information manquante ou des données sont liées simplement à un accident de la vie. Et donc, l'équipe pédagogique du lycée peut tout à fait accompagner l'explication. Et puis, dans le dernier cas, dans lequel vous avez eu un tiers-temps, par exemple, nécessaire au cours du lycée pour accompagner votre scolarité, eh bien là, je reviens vers la fiche de liaison. Cette fiche de liaison, elle permet précisément de renseigner que vous aviez des aménagements particuliers. Encore une fois, je vous rassure, cette information ne sera pas transmise aux formations d'accueil au moment où elles examinent les dossiers de candidature. Par contre, cette information pourra être transmise au référent handicap au moment où vous aurez choisi l'établissement, de manière à ce que vous puissiez, dans un dialogue avec ce référent handicap, en amont de la rentrée, eh bien, voir comment le tiers-temps que vous avez eu au lycée se transforme, évolue et reproduit lorsque vous serez un futur étudiant. Voilà, c'est ça l'objectif. Et je voudrais dire enfin un dernier point, il y a sur le site parcoursup.gouv.fr une rubrique dédiée à la question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Vous la retrouvez directement sur le site. Donc n'hésitez pas, il y a même une petite vidéo pédagogique que l'on a faite avec les associations du handicap de manière à vous donner le maximum d'informations. Oui, c'est vrai, très bien faite, que ce soit la petite vidéo ou bien les petits encarts que vous avez su rajouter pour les personnes en situation de handicap. Alors, vous vous en doutez, il y a énormément de questions, mais beaucoup de questions qui sont sur la suite de votre déroulé, avec d'autres questions auxquelles je reviendrai un peu plus tard. Très bien. Ben, écoutez, je vous propose qu'on passe à cette deuxième partie. Alors, accrochez-vous un peu parce qu'il y a parfois, c'est la partie plus musclée. Donc, mais on va y arriver, puis on prévoira un temps de questions de toute façon. Donc, d'abord, sur la slide qui est la slide 13, avoir d'abord un petit panorama de cette phase qui a démarré donc le 17 janvier, avec deux dates importantes à retenir, le 14 mars 2024 plus le 3 avril 2024. La première, c'est la fin de la formulation des vœux. La deuxième, c'est la finalisation du dossier et la confirmation des vœux. Je crois que c'est, voilà, vous avez à peu près 2 mois qui sont des moments à la fois dédiés à la recherche et puis au choix finalement des vœux qui vous intéressent. Si je passe à la slide 14, l'objectif, c'est d'abord comment s'inscrire sur Parcoursup. Je crois que s'inscrire sur Parcoursup, il vous faut simplement d'abord créer un compte, si vous ne l'aviez pas déjà fait, et en ayant pour cela une adresse mail et un mot de passe. J'ai regardé, je crois ce matin, on était déjà à 800 000 candidats inscrits. Donc, vous voyez, soyez rassurés, c'est facile de s'inscrire. La deuxième chose, pour créer son dossier Parcoursup, eh bien, il vous faut, à partir de votre compte, créer un dossier candidat à travers l'identifiant national élève, l'INE. Vous le retrouvez sur le bulletin scolaire, sur le relevé de notes du baccalauréat. Et puis, si jamais vous ne le retrouvez plus, eh bien, vous pouvez y avoir accès en demandant au service de scolarité de votre établissement, ils vous le rendront. À noter pour les lycées français à l'étranger, si certains d'entre vous sont dans cette situation ce soir, eh bien, c'est à l'établissement, votre lycée, qui va vous transmettre le code d'identifiant pour entrer. Il n'y a pas d'INE lorsqu'on est dans un lycée français à l'étranger. Première évocation d'un conseil aux parents que je fais systématiquement, c'est vous avez la possibilité, alors ça rejoint le propos qu'a eu M. de Marquette, que j'apprécie beaucoup parce que c'est un propos d'équilibre, c'est-à-dire que Parcoursup, c'est la première procédure administrative auquel votre enfant va vraiment être un acteur de manière autonome. Et il faut lui laisser son autonomie. Mais néanmoins, vous êtes les parents, vous êtes là pour l'accompagner. Première chose, c'est que, je le dis, pour l'essentiel, vos enfants sont mineurs, donc si jamais un jour il y a une difficulté, je le signale parce que ça peut arriver, un différend entre les parents et l'enfant, vous avez le droit en tant que parent et tuteur de votre enfant et représentant légal de votre enfant, vous avez le droit de demander à Parcoursup qu'on vous donne des comptes et des mots de passe dans le cas où il y aurait une vraie difficulté. Je vous le dis, ça existe rarement, mais ça peut exister. La deuxième chose qui concerne sans doute chacun d'entre vous, c'est au moment où votre enfant remplit son dossier, vous avez la possibilité d'y ajouter pour vous vos coordonnées de mail et de portable. Cette information restera confidentielle, on n'a pas vocation à la donner ailleurs. Par contre, elle vous servira à quoi?
c'est qu'à chaque fois que j'aurai des interactions avec votre enfant dans la procédure pour signaler une échéance à respecter, pour signaler un délai de réponse à respecter, eh bien, vous recevrez exactement le même message et la même alerte SMS. Je crois que ça, c'est très précieux. De la même manière, si votre enfant participe à un concours qui est organisé dans le cadre de la procédure Parcoursup, eh bien, les organisateurs du concours pourront, en même temps qu'ils lui envoient un mail, vous envoyer aussi le mail à vous. Et j'avoue que moi, je l'ai souvent vu, c'est une précaution utile parce qu'il y a parfois, j'ai vu des fois des drames parce qu'un candidat a oublié de regarder ses mails pour avoir la date du concours et l'a passé. Donc, voilà, c'est une faculté et je le précise, vous pouvez le faire à tout moment dans le dossier, y compris plus tard dans la procédure. On y reviendra quand on en sera à la phase d'admission. Si je passe à la slide 15, j'en arrive à la question de la formulation des vœux. Je vous rappelle quelques principes avant de rentrer dans un peu plus de détails. D'abord, vous avez jusqu'à 10 vœux pour les formations sous statut étudiant, vous avez 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Chacun choisit les vœux qu'il souhaite et vous choisissez vous-même votre panier de vœux en quelque sorte. Autant de formations sélectives qui vous intéressent, autant de formations non sélectives qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de choisir telle ou telle formation, c'est vous qui en avez la pleine maîtrise. Si la formation l'a demandé, les vœux devront être motivés à travers une lettre de motivation, j'y reviendrai. Ça n'est pas obligatoire, à peu près 70% des formations sur Parcoursup demandent une lettre de motivation. Les vœux que votre enfant va formuler avant le 14 mars, ils n'ont pas à être classés. Pas de hiérarchisation des vœux. Pourquoi? Parce qu'on estime que le risque serait trop grand que vos enfants s'autocensurent. Si nous les obligeons dès maintenant à hiérarchiser les vœux, il est à coup sûr, certains candidats vont demander finalement en vœu numéro 1 l'établissement qu'ils pensent pouvoir avoir et pas l'établissement qu'ils voudraient avoir. Et parfois, c'est un peu différent. Donc, aucune hiérarchisation. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte. Ça veut dire que Parcoursup, ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas première arrivée, premier servi. Peu importe la date à laquelle vous formulez des vœux, ce qui est important, c'est que vous formuliez vos vœux avant le 14 mars 2024, 23h59, heure de Paris. J'y reviendrai tout à l'heure. Les vœux ne sont connus que de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la formation ne connaît que le vœu qui la concerne. Votre liste de vœux, elle est personnelle et personne n'a le droit de la connaître. Mon conseil, parmi les premiers, 1, pensez à diversifier ces vœux. Pensez à éviter impérativement de formuler qu'un seul vœu, parce que ça serait une prise de risque vraiment trop importante. Donc vraiment, diversifiez vos vœux. Et diversifier vos vœux, ça a plusieurs sens. Ça peut être, par exemple, sur Parcoursup, je suis intéressé par l'informatique, eh bien, et je me dis qu'il y a peut-être qu'une seule formation en informatique, mais non, sur Parcoursup, vous pouvez faire une classe prépa en informatique, vous pouvez faire un bachelor universitaire de technologie en informatique, vous pouvez faire une licence d'informatique, et vous pouvez aussi passer un concours pour une école d'ingénieurs qui se spécialise dans l'informatique. Vous voyez, ça veut dire diversifier ses vœux. Diversifier ses vœux, ça peut aussi être géographiquement parlant. Vous habitez dans un territoire et vous choisissez de faire des vœux, évidemment, dans votre académie, mais vous choisissez aussi d'aller ailleurs parce que vous êtes intéressé sur une formation dont vous avez vu qu'elle pouvait vous intéresser ailleurs. Donc, ayez vraiment ce réflexe. Alors, vous le voyez dans le petit bandeau rouge en fin de diapo 15, le nombre de vœux formulés en moyenne par les candidats, l'an dernier était de 13, alors que je vous ai dit que c'était jusqu'à 10 vœux. Donc, la réponse se trouve dans les slides 16 et suivantes. Si on passe déjà à la slide 16, eh bien, nous avons créé sur Parcoursup un concept qui s'appelle les vœux multiples, avec des sous-vœux. Quel est l'objectif? C'est d'essayer de multiplier vos opportunités et de vous permettre de diversifier vos choix. Qu'est-ce que ça veut dire un vœu multiple? C'est lorsque un vœu regroupe finalement plusieurs formations qui sont similaires. Je donne un exemple. Vous avez un BTS de management commercial opérationnel. Eh bien, il va regrouper l'ensemble des BTS qui proposent la même formation au niveau national. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand vous faites un vœu sur le BTS Management Commerce International, ça vous coûte qu'un vœu sur vos 10. Et vous pourrez ensuite choisir parmi l'ensemble des lycées qui proposent la même formation. Donc voilà, un vœu multiple, c'est quand il y a plusieurs sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement implémenté sur le territoire.
Passons tout de suite en slide 17 à une illustration. Il y a finalement 3 situations et je vais essayer de donner dans ces grandes catégories pour être le plus clair possible et je répondrai à des questions si c'est nécessaire. Premier cas de figure, pour ce qui concerne les licences à l'université, dans la majeure partie des cas, il n'y a pas de sous-vœu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous êtes intéressé par une seule formation, par exemple l'histoire, et vous voulez présenter des candidatures dans des universités, dans 3 universités différentes. Je prends au hasard Bordeaux, Clermont-Ferrand et Toulouse. Eh bien, ça vous fait 3 vœux différents. C'est la même formation, mais dans 3 universités différentes, c'est 3 vœux. C'est aussi le cas si vous souhaitez dans une seule et même université, dans lequel vous faites finalement 3 licences différentes. Je donne là aussi un cas de figure. Je suis à Strasbourg et je suis intéressé à l'UNISTRA, c'est le nom de l'université de Strasbourg. 3 licences, alors je choisis éco-gestion, je choisis mathématiques et je choisis sociologie. Eh bien, ça vous fait 3 vœux différents. Alors, il peut arriver aussi que sur des formations sélectives, il y a des formations qui sont similaires, mais sur lesquelles il n'y ait pas de sous-vœux. Je donne un exemple qui est très connu, c'est les écoles d'architecture. Eh bien, les écoles d'architecture, il y en a plusieurs sur le territoire, mais chacune correspond à un. Et puis, il y a certains cas, c'est là où le contenu de la slide 17, nous avons voulu démultiplier les possibilités. C'est le cas pour, vous voyez, les BTS, les IUT, les diplômes des métiers d'art et du design, les diplômes de compta-gestion, toutes les classes préparatoires aux grandes écoles, mais aussi les diplômes des métiers d'art. Eh bien, dans ces cas-là, le nom du diplôme correspond à un vœu et ensuite, vous pouvez choisir jusqu'à 10 établissements et au total jusqu'à 20 sous-vœux. Je vais essayer de donner des exemples très clairs. Eh bien, vous êtes intéressé par l'informatique, je reprends mon exemple, vous voulez faire un IUT informatique et puis une classe prépa en informatique. Eh bien, vous pouvez, si vous faites BT informatique, ça vous fait qu'un seul vœu sur vos 10. Et vous pouvez choisir jusqu'à 10 IUT en France qui proposent la même formation. Même chose, si vous êtes intéressé par la classe prépa, elle s'appelle MP2I spécialisée dans l'informatique. Faire un vœu sur MP2I, ça vous fait un vœu sur vos 10. Donc au total, vous en avez fait 2. Le but informatique et MP2I, ça vous fait que 2 vœux sur vos 10. Et puis, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 10 classes prépa sur le territoire, 10 lycées différents qui, sur le territoire, vont proposer la même formation. Si on passe à la slide 18, un autre cas de figure dans lequel, eh bien là, il y a certaines formations pour lesquelles le nombre de sous-vœux que vous allez choisir est illimité. C'est le cas pour les instituts de formation en soins infirmiers. C'est aussi le cas pour les écoles d'ingénieurs, de commerce, le réseau des Sciences Po et les concours communs d'écoles vétérinaires. Donc, certaines formations sélectives ont des vœux avec un nombre limité, d'autres qui ont des sous-vœux avec un nombre illimité. Passons à la slide 19 pour essayer de prendre un exemple très concret. Je prends le cas de la classe prépa. PTSI, c'est une classe prépa plutôt orientée sur les sujets de la physique. Eh bien, si vous choisissez le vœu PTSI et vous choisissez 7 lycées, ça vous fait dans votre dossier un seul vœu et 7 sous-vœux. Je le dis et je le précise parce que c'est très important. Dans un lycée pour lequel, de la classe prépa pour lequel il y a un internat, si vous prenez, vous pouvez tout à fait, la formation peut proposer la formation sans internat et avec internat. Vous pouvez prendre les deux, ça ne vous coûte qu'un seul sou. Si je prends à l'inverse, vous êtes intéressé par les écoles des INSA, il y a 8 écoles en France des INSA. Si vous faites un vœu sur le concours des INSA, ça ne vous coûte qu'un seul vœu. Et si vous choisissez 4 écoles, eh bien, ça vous fait 4 sous-vœux parmi dans votre dossier. Alors, rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, il y a un compteur de vœux qui permet, à chaque fois que les vœux sont limités, eh bien, de compter là où vous en êtes dans les vœux et les sous-vœux. Même chose aussi pour vous rassurer, imaginons qu'on se quitte ce soir et puis vous vous dites, bon, bah, allez, j'attaque les vœux maintenant, vous faites des vœux et puis demain matin, oh, bah, non, ce que j'ai fait hier soir, bon, c'est pas exactement ça que je veux, je suis trop anticipé. Vous avez le droit de revenir en arrière, d'annuler. Ce qui comptera, c'est ce que vous aurez validé avant qu'on arrive à l'échéance du 14 mars 2024 à 3h59. Slide 20, un petit focus sur les vœux en apprentissage. Il y a quelques spécificités. D'abord, c'est pour vous dire que c'est un réservoir de vœux supplémentaire. Vous avez 10 vœux avec les sous-vœux que j'ai évoqués
pour les formations statut étudiant. Et pour les formations en apprentissage, 10 vœux supplémentaires. Il n'y a généralement pas de date limite parce qu'on peut formuler des vœux en apprentissage tout au long de la session au Parcoursup. Et puis, c'est une rubrique spécifique dans votre dossier. Alors, mon conseil pour être très concret, eh bien, imaginons, votre enfant est intéressé par un BTS d'optique dans un lycée. Alors, l'optique, je sais que il y en a peut-être un à Belfort, je vais le dire au hasard, peut-être quelqu'un me dira que c'est vrai, mais je sais que c'est en Bourgogne-Franche-Comté qu'on est souvent spécialisé dans les métiers de l'optique. Eh bien, si je suis intéressé au lycée de Belfort, il y a un BTS d'optique proposé sous statut étudiant et proposé en apprentissage. Eh bien, vous avez la possibilité de prendre les deux. Et la bonne démarche, finalement, c'est de faire cela parce que, imaginons que vous recevez une proposition pour le BTS statut étudiant, ça vous permet d'avoir une sécurité pour la rentrée. Et puis, vous allez trouver un employeur que, par exemple, au mois de juillet, parce que c'est souvent un grand moment, voire même à la rentrée, parce que parfois, le recrutement des employeurs, il se fait à la rentrée. Eh bien, si vous recevez une proposition en apprentissage, vous pourrez basculer non plus sur le BTS étudiant, mais sur le BTS en apprentissage. À la fin, vous aurez le même diplôme. Mais simplement, c'est une précaution que vous pouvez prendre parce qu'il n'y a pas toujours, selon les secteurs, et vous ne retrouvez pas toujours d'employeurs immédiatement. Un petit focus que je vais faire dans les slides 21 et 22, avant qu'on s'arrête pour poser des questions. Un petit focus sur la question du secteur géographique pour répondre à une question souvent que vous nous posez, qui est: est-ce qu'il y a un secteur géographique? Est-ce que le fait d'habiter ici ou là va être considéré, va me pénaliser ou va être considéré comme une priorité ou pas? Eh bien, sur la slide 21, lorsqu'il s'agit des formations sélectives, les BTS, les écoles, les IUT, il n'y a pas de secteur géographique. Les lycéens peuvent faire des vœux partout en France et quel que soit l'endroit où vous résidez, eh bien, finalement, ça ne sera pas pris en compte. Ce qui compte, c'est les qualités académiques de votre dossier, mais pas votre adresse là où vous résidez. Deuxième situation, ce sont les formations non sélectives de l'université. Là encore, vous pouvez faire des vœux partout en France, vous avez toujours le droit de le faire, mais vous serez prioritaire dans l'université de votre secteur. Et pour l'essentiel des cas, les secteurs correspondent au territoire de votre académie. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous habitez à Bordeaux. Eh bien, si vous faites un vœu pour la licence de droit qui vous intéresse à Bordeaux, vous y serez prioritaire. Vous pouvez évidemment faire des vœux dans d'autres académies, par exemple à Clermont-Ferrand, par exemple à Toulouse, par exemple à Lyon ou à Paris, mais vous ne serez pas prioritaire par rapport à ceux qui habitent sur place. L'appartenance ou non au secteur, elle est indiquée dans votre dossier Parcoursup. Et pour vous donner une illustration, si moi, à peu près vers le 7 mars, je m'aperçois qu'un lycéen a fait des vœux à l'université et qu'il a fait des vœux uniquement en dehors de son académie alors qu'il n'y est pas prioritaire, je lui enverrai un message personnalisé pour lui dire « Attention, tu n'as pas fait de vœux dans ton académie là où tu es prioritaire ». À lui ensuite de prendre ses responsabilités et puis de choisir. Et pour faire référence au message que je vous ai indiqué tout à l'heure, évidemment, si les parents ont renseigné dans le dossier de leur enfant leurs coordonnées de mail, de portable, eh bien le mail que j'ai envoyé à votre enfant pour lui signaler la situation que je viens d'évoquer, vous le recevrez également. Si on passe à la slide 22, je fais 2-3 exceptions, enfin en tout cas 2-3 spécificités. Je vous ai dit que le secteur correspond généralement au territoire de l'académie. Eh bien, il y a une exception en Île-de-France. Il n'y a aucune distinction entre les 3 académies d'Île-de-France, Créteil, Paris et Versailles. Quel que soit le lieu où vous habitez en région d'Île-de-France, vous êtes prioritaire dans les mêmes conditions pour accéder aux universités à Paris, à Créteil ou à Versailles. De la même manière, si par exemple, alors ça peut être le cas dans certains territoires d'outre-mer, dans le territoire dans lequel vous résidez, il n'y a pas une licence. Par exemple, je sais, alors c'est pas l'outre-mer, parce que je sais qu'il n'y a pas de licence de psychologie à l'université de Limoges. Eh bien, si je suis à Limoges, que je suis intéressé par la psycho, eh bien, si ce candidat-là candidate à Bordeaux, il sera prioritaire. C'est-à-dire que Parcoursup aura intégré que dans le territoire de son académie, ce jeune-là n'a pas le bénéfice de cette formation et donc il sera prioritaire partout où il fait des... De la même manière, un lycéen qui est dans un lycée français à l'étranger, bien lui, il n'a pas d'université là où il réside.
eh bien, il sera prioritaire partout où il fait des vœux en France. Voilà pour ce qui concernait la question du territoire géographique. Slide suivante, qui est la slide 23, pour insister sur la date limite pour formuler des vœux, jeudi 14 mars 2024, 23h59, heure de Paris. Pourquoi heure de Paris? Parce que tous les lycées français à l'étranger participent à la procédure Parcoursup et vous savez bien qu'ils sont dans des territoires différents. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse une petite pause là avant de traiter la question du contenu du dossier Parcoursup et de la finalisation des vœux. Je vous redonne la parole peut-être pour quelques questions. Merci, Monsieur Teilhard. Alors, vous l'avez dit, on n'oublie pas, 14 mars, 23h59, c'est important, c'est la date à retenir, quelles que soient les modifications que vous allez pouvoir faire sur votre dossier Parcoursup et donc sur cette plateforme avant de finaliser les choses. Alors, dans les questions effectivement qui sont posées, la première est un petit peu pratique, c'est-à-dire que lors de la création du compte Parcoursup, il y a une première information sur les stages à remplir. Donc, est-ce qu'on peut y accéder à nouveau quand elle n'a pas été renseignée au début de la création en fait du compte? Exactement, exactement. Il y a beaucoup dans les rubriques qui sont au départ du chemin d'inscription, en quelque sorte, il y a une dizaine d'étapes. Et bien, dans ces étapes, par exemple, la question de la fiche de liaison sur le handicap que j'ai évoquée tout à l'heure, ou par exemple, la question de la rubrique activité centre d'intérêt, on n'est pas obligé de la remplir tout de suite, on peut y revenir plus tard. J'y reviendrai, ça fait partie des éléments que vous devez renseigner avant le 3 avril. Mais voilà, pas d'inquiétude, vous pouvez compléter plus tard. De la même manière, je l'ai dit, quand les parents souhaitent renseigner leurs coordonnées de mail ou de portable, s'ils ne l'ont pas fait au moment où leur enfant s'est inscrit, si c'est déjà le cas, ils peuvent revenir et le faire. Donc, aucune inquiétude, la plateforme est bien faite et vous permet d'aller et venir jusqu'aux dates fatidiques, donc 3 avril et 14 mars pour les vœux. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à pouvoir aller de l'un à l'autre. Alors, au niveau des questions, Monsieur Teilhard, que se passe-t-il au niveau des vœux lorsqu'il y a un groupe d'écoles, c'est-à-dire que l'on a en fait plusieurs écoles avec des vœux qui du coup sont différents pour chacune de ces écoles? Comment est-ce que ça se passe réellement sur Parcoursup? Alors, vous avez raison, ça doit être le cas généralement des concours d'école d'ingénieurs ou d'école de commerce. C'est un seul concours qui regroupe plusieurs écoles. Je pense au concours, je donne pour quelques-uns pour que ça réponde à peut-être des interrogations que les uns et les autres se posent. Les concours d'école d'ingénieurs, il y a le concours Avenir, le concours Puissance Alpha, le concours INSA, voilà, parmi ces, ou le concours par exemple des instituts nationaux polytechniques. Vous avez plusieurs écoles rattachées, ben là c'est toujours la même règle, un vœu sur le titre du concours et ensuite c'est vous qui choisissez les écoles qui vous intéressent. Quand vous rentrez dans cette situation et que vous faites un vœu sur une école qui est rattachée à un concours, de toute façon Parcoursup va vous signaler de manière à vous renvoyer en disant vous pouvez aussi faire d'autres vœux dans tel ou tel type d'école. C'est le cas aussi sur des écoles de commerce où il y a plusieurs concours qui regroupent plusieurs écoles. Par exemple, le concours Cézanne qui regroupe de nombreuses écoles, le concours Advance, le concours Access, voilà. Ce sont des exemples de concours avec multi-choix d'écoles. C'est à vous de décider et je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de nombre maximum d'écoles à choisir, c'est vous qui décidez. Parfait, merci Monsieur Teilhard. Alors, dans les autres questions, nous avons aussi des questions sur la hiérarchisation des vœux en fait. Vous nous avez parlé tout à l'heure des vœux et des sous-vœux et donc des parents se posent la question aujourd'hui lorsqu'ils veulent essayer de mettre des sous-vœux, étant donné que tout n'est pas complété, ils se mettent en vœux. Donc, est-ce que c'est normal? Quand est-ce que cela sera réglé? Comment cela se passe? Alors, je ne vois pas la configuration particulière. Par contre, ça me permet de signaler. Lorsqu'on a un point où on a l'impression de rencontrer une difficulté technique, eh bien là, je le dis tout de suite, vous pouvez avoir un réflexe. Hein, vous faites la messagerie contact. Elle se situe en haut à droite, je crois, dans votre écran de dossier Parcoursup. Et vous posez votre question directement auprès des professionnels de Parcoursup. Ils vous apporteront une réponse sur le cas particulier que vous avez. Pour ceux qui souhaitent interroger le numéro vert, parce que vous vous sentez plus à l'aise de le faire, vous avez le droit de le faire aussi. Et les conseillers qui répondent au numéro vert, eh bien,
ils voient en même temps que vous votre dossier, ils pourront regarder la situation. Mais voilà, je ne connais pas le contexte particulier que vous m'indiquez là, mais en cas de difficulté technique, de blocage ou autre, eh bien, vous n'hésitez pas, message des contacts pour interroger directement les professionnels de la plateforme. Parfait. Alors, nous avons également, vous vous en doutez, dans le cadre des choix que font en fait les parents avec leurs enfants, mais vous l'avez dit, d'abord les enfants puisque c'est leur choix. Nous avons également des questions qui sont posées concernant certaines formations qui demandent en fait des frais de dossier pour que les dossiers soient lus. Donc voilà, est-ce que c'est normal ou pas? Comment cela se passe-t-il? Voilà. Alors, ça ne concerne jamais les formations, en tout cas, qui sont des formations de licence à l'université. Cette situation, elle existe, c'est pas Parcoursup qui la crée, hein. Moi, mon engagement, c'est les conseils d'administration des établissements qui décident d'avoir des frais de candidature. Moi, mon engagement, c'est systématiquement de vous l'indiquer, de manière à ce que chacun puisse juger en connaissance de cause. Je le précise tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai indiqué qu'il y avait une petite fonctionnalité sur Parcoursup qui permettait de faire une comparaison entre formations. Si vous utilisez le comparateur, vous pourrez voir, on indiquera s'il y a des formations qui demandent des frais de candidature ou pas. Parfois, il y a aussi des formations, vous savez, je pense notamment, il y a des formations d'écoles de commerce qui prévoient des frais de candidature, mais on peut aussi faire des fois des études de commerce à l'université, ça s'appelle les IAE. C'est aussi des formations et on paye juste les frais d'inscription à l'université. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Je le dis aussi au cas où certains auraient eu cette question, Parcoursup ne touche pas de sous là-dessus, hein. Moi, je fais juste l'information comme quoi. Et évidemment, cette information est importante parce que s'il y a des frais de candidature, vous devrez avoir réglé les frais de candidature avant de pouvoir confirmer vos vœux. Ça fait partie des éléments qu'on va évoquer un peu après. Alors, une dernière question, si vous me permettez. Donc, l'exemple d'une maman qui dit « Mon fils veut faire un BTS dans le même lycée où il est actuellement. Et c'est un lycée privé. Alors, est-ce que l'on doit quand même passer par Parcoursup ou est-ce que l'on peut s'en passer ?» Oui, même si finalement, il ne fera peut-être que changer d'étage entre l'étage du lycée et l'étage du BTS, il faut passer par Parcoursup. Pour quelle raison ? C'est parce que le lycée qui accueille le BTS, finalement, il va peut-être il va examiner l'ensemble des candidatures et il va peut-être intéresser des lycéens qui se trouvent dans bien d'autres lycées. Alors, évidemment, vous avez le droit de candidater dans votre lycée, il n'y a aucun problème, mais il examinera l'ensemble des candidatures et il classera l'ensemble des candidats en fonction des mérites des uns. Donc, peut-être que je peux vous dire, si je comprends bien un peu le fond de la question, ne faites peut-être pas que des vœux dans votre établissement, peut-être diversifiez vos vœux en choisissant aussi, par sécurité, d'autres établissements qui peuvent proposer la même formation. Merci, Monsieur Teilhard. Je vous propose que nous puissions continuer et je vous poserai une autre série de questions. Merci. Alors, j'ai évoqué le fait que le 14 mars, 23h59, c'était la fin de la formulation des vœux. Ça a deux conséquences concrètes qui vont sans dire, mais qui vont mieux en le disant. Le 15 mars au matin, on ne peut plus faire de vœux. Le 15 mars au matin, vous ne pouvez pas me demander de faire du troc pour essayer de changer entre le vœu que vous aviez fait contre un autre que vous aviez oublié de faire. Voilà, c'était le 14 mars. Si je passe à la slide 24, on passe à la deuxième étape qui est finaliser son dossier et confirmer ses vœux. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que pour chacun des vœux que vous avez formulés au 14 mars, pour qu'ils deviennent complètement définitifs sur Parcoursup, vous allez devoir, compléter votre dossier. Compléter votre dossier, ça peut concerner la lettre de motivation, la rubrique aux préférences, autres projets, les pièces complémentaires ou la rubrique activité centre d'intérêt. Je vais y revenir pour chacune d'elles. Ça voudra dire aussi confirmer chacun de vos vœux. Et c'est important parce qu'un vœu non confirmé avant le 3 avril ne sera pas examiné par les formations d'accueil. Là aussi, pas d'inquiétude. Quelques jours avant l'échéance du 3 avril, sur les réseaux sociaux, on vous fera des posts pour vous rappeler cette échéance. Je vous enverrai un message personnalisé pour vous rappeler cette échéance. Et surtout, pour chacun des vœux, je vous rappellerai qu'est-ce qu'il vous reste à faire de manière à pouvoir confirmer votre vœu et compléter votre dossier. Alors, si on rentre dans le détail de chacun de ces éléments, slide 25, d'abord, la lettre de motivation, qui est un élément important. Alors,
Je précise, nous avons mis à disposition sur la plateforme Parcoursup et nous mettrons dans chaque dossier de candidat une petite vidéo qu'on a tournée avec un collègue qui est directeur de l'unité de Val et qui vous fait une petite synthèse sur quelle est la lettre de motivation et ce qu'on doit y trouver. Donc, n'hésitez pas, et je rappelle dans le dossier de candidat, on a aussi une petite fiche avec la manière de bien rédiger, quelques formules à utiliser, donc que vous ne soyez pas tout seul face à l'ivresse de remplir votre lettre de motivation. D'abord pour vous dire que ce qui est important, c'est pas un exercice de rhétorique, c'est pas une dissertation, c'est à peu près 1500 caractères, sauf quelques formations pour lesquelles ils peuvent avoir plus de caractères parce qu'il y a une demande particulière. C'est le cas par exemple des IFSI, pour lequel il y a une demande de lettre de motivation en 4500 caractères. La lettre de motivation, elle est personnelle, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider votre enfant, mais c'est-à-dire que vous êtes là pour l'accompagner, peut-être dans sa rédaction. Et finalement, qu'est-ce qui est attendu de lui? Eh bien, ce que les enseignants du supérieur attendent, c'est que le lycéen puisse démontrer qu'il a compris le sens de la formation, qu'il puisse expliquer ce qui l'intéresse finalement dans cette formation. Est-ce qu'elle répond à un projet personnel, à une perspective de projet professionnel? Que les lycéens puissent indiquer qu'il s'est rendu à une journée porte ouverte, qui lui a permis de comprendre vraiment et d'affiner son projet. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple ce qui est attendu. Évidemment, on n'est pas naïf. Le ChatGPT fait des très belles lettres de motivation. Elles sont très belles, mais en fait, elles ne correspondent pas à l'objectif. Ce qui compte, c'est de donner des éléments plutôt personnels et pas simplement des éléments très abstraits. Deuxième chose importante à retenir, moi, je crois, c'est que la lettre de motivation, elle n'est pas demandée par toutes les formations. Donc, vous pouvez très bien avoir des vœux sur lesquels on l'a demandé parce que les enseignants du supérieur sont intéressés par cela et des formations dans lesquelles il n'y a pas de demande de lettre de motivation. Je passe à la slide suivante, la rubrique préférences et autres projets. J'en dis juste quelques mots. C'est une rubrique que vous devez remplir de manière obligatoire, mais dont les informations ne seront pas transmises aux formations d'accueil. Il s'agit simplement d'informer les équipes de Parcoursup pour le cas où, si votre enfant ne trouve pas de solution ou de réponse dans Parcoursup, nous puissions l'accompagner en ayant connaissance de ce qui l'intéressait davantage. On demande aussi aux lycéens de nous indiquer dans cette rubrique s'ils ont, à côté de Parcoursup, d'autres projets d'études internationales, projets d'accéder à une formation hors de Parcoursup. Ces informations, je le redis, sont confidentielles, elles ne seront pas communiquées aux formations d'accueil. Slide 27, la rubrique activité centre d'intérêt. Alors, moi, je reprends et valide complètement les propos de Gilles de Marquet tout à l'heure. Il n'y a pas de course organisée par Parcoursup à l'activité associative. Enfin, voilà, c'est simplement, finalement, une réflexion pour se dire, parfois les lycéens ont tendance à se résumer à un élève. Je ne suis qu'un élève. Ben, moi, je suis sûr qu'ils sont à la fois un élève, mais qu'ils ont aussi peut-être d'autres choses à côté. Ils font une activité sportive, associative. Dans leur famille, ils parlent une langue étrangère. Ils ont pu voyager. Ils ont fait un stage en 3e qui leur a laissé finalement un élément d'intérêt pour aller vers un domaine. Voilà. Ce sont des éléments, on n'y est obligé à rien. Il s'agit simplement d'essayer de valoriser si on a des éléments qu'on veut faire valoir parce qu'ils ont un lien avec le projet que l'on veut construire. Donc voilà, soyez aussi relativiser l'importance. C'est un moment de donner un peu des informations sur soi. Slide suivante, 28. Je le dis, c'est pour ceux qui sont intéressés par des vœux dans des licences de droit ou des licences de sciences, il y a un petit questionnaire qui est à faire, qui est un questionnaire à faire sur le site de l'ONISEP. Là, encore une fois, je vous dis, ça n'est qu'un questionnaire d'autopositionnement. Il ne s'agit pas de communiquer des résultats aux formations qui vont ensuite les utiliser pour leur classement. C'est simplement des informations pour vous, pour percevoir est-ce que vous avez vraiment compris ce que sont ces études-là et est-ce que vraiment ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé, que vous souhaitez faire un vœu et confirmer un vœu dans les licences de droit, par exemple, eh bien, vous devrez passer ce questionnaire, récupérer l'attestation de passation et la télécharger dans votre dossier Parcoursup avant le 3 avril, 23h50. J'en arrive, slide 29, aux éléments évidemment qui sont liés aux bulletins scolaires et notes de baccalauréat. Pour l'année de première, ce sont les bulletins scolaires, les notes des épreuves anticipées de français, écrit et oral, et les notes obtenues au titre du contrôle continu pour les lycéens généraux et technologiques.
pour l'année de terminale, il s'agit des bulletins scolaires, premier et deuxième trimestre ou le premier semestre, selon l'organisation pédagogique voulue par votre établissement. Sauf cas particulier, mais vraiment très particulier, vous n'avez pas à saisir les notes dans Parcoursup. Elles seront automatiquement remontées via Parcoursup dans votre lycée. Et Parcoursup vous enverra un message à la fin du mois de mars pour vous dire « ça y est, les notes sont dans votre dossier, vérifiez-les. Si tout va bien, pas rien à dire. Si jamais il y a une erreur que vous avez détectée, vous le signalez à votre établissement scolaire qui pourra faire la rectification sur Parcoursup. » À noter, vous ne pourrez pas confirmer vos vœux tant que votre dossier de notes n'est pas complètement rempli. Ça veut dire que la confirmation des vœux, elle est possible pour des gens qui sont étudiants et cherchent à se réorienter sur Parcoursup dès maintenant parce qu'eux, ils ont déjà le bac. Pour les lycéens, elle ne pourra se faire qu'au tout début du mois d'avril, après que les notes aient été complètement rentrées. Slide 30, un petit focus là aussi sur la fiche à venir. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un point d'interrogation souvent des lycéens. Qu'est-ce que la fiche à venir? Finalement, la fiche à venir, c'est un passeport dans lequel les équipes pédagogiques de votre lycée vont renseigner des éléments d'information à destination des enseignants du supérieur qui vont examiner les candidatures. On y retrouve pour chaque lycéen, et il y a une fiche à venir pour chaque vœu, on y retrouve à la fois des éléments de notes, les moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, mais aussi le positionnement de l'élève dans la classe ou dans son groupe d'enseignement de spécialité. On y retrouve les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales, l'autonomie, la capacité de travail, la méthode de travail, l'engagement. Et on y retrouve surtout l'avis du chef d'établissement, du proviseur, sur la capacité à réussir pour chaque groupe. Je le signale parce que c'est une question souvent récurrente. Est-ce que je peux consulter les appréciations qu'ont mis sur moi le professeur principal et les enseignants ou le proviseur? La réponse est non dans un premier temps, puisque ce qu'on souhaite, c'est éviter les pressions des parents sur les enseignants et le proviseur. Mais par contre, vous aurez accès à l'intégralité de la fiche à venir à partir du 30 mai, le premier jour de la phase d'admission. Je vous rassure, il n'y a pas de mystère dans les fiches à venir. Ça fait 7 ans que je pilote Parcoursup, je n'ai jamais vu de situation dans laquelle des parents ou des enfants découvraient des choses absolument soit extraordinaires, soit totalement divergentes du dialogue qu'ils avaient pu construire avec les équipes pédagogiques du lycée. Donc rassurez-vous. Un petit point sur la slide 31 pour signaler que pour les bacheliers professionnels, il y a un dispositif d'accompagnement et de suivi qui permet finalement de donner l'occasion aux équipes du lycée de soutenir les candidatures de leurs lycéens professionnels lorsqu'ils souhaitent s'orienter vers les BTS ou les BTS de l'agriculture. C'est un point important. Ça ajoute finalement un peu de crédibilité au dossier de vos enfants. Une slide 32 de synthèse en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le dossier Parcoursup? Eh bien, on y retrouve à gauche la lettre de motivation, je l'ai évoqué quand elle est demandée par la formation, des pièces complémentaires demandées par les formations. Alors, ça peut être transmettez, par exemple, remplissez un questionnaire, ça peut être une pièce, par exemple, pour ceux qui sont intéressés par les diplômes des métiers d'art, eh bien, une pièce qui est téléversée pour exprimer leur créativité artistique. Ce que je voulais vous dire, parce que ça me paraît important, c'est qu'on ne peut vous demander que des éléments qui sont inscrits dans le dossier Parcoursup. On n'a pas le droit, une formation n'a pas le droit de vous demander d'autres choses que ce qui figure déjà dans le dossier Parcoursup. C'est un point très important. Et si l'un d'entre vous était finalement confronté à une situation dans laquelle on lui demandait des choses en dehors de Parcoursup, n'hésitez pas à le signaler via la messagerie contact à Parcoursup. Moi, je ne suis pas policier ni gendarme, mais si jamais il faut faire la police ou le gendarme, je saurais le faire. La rubrique activité centre d'intérêt, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis la fiche d'avenir que j'ai bien présenté. Pour ce qui concerne les bulletins, eh bien, ce qu'on a évoqué, bulletin de l'année de première, bulletin de l'année de terminale. Je le précise aussi, nous retrouvons dans votre dossier Parcoursup des informations sur votre parcours spécifique au lycée. Vous êtes partie prenante d'une section européenne ou binationale, les BAC, IBAC, ESABAC, il y en a un troisième que j'ai oublié. Vous participez à des options internationales comme le bac français international, tout ça sera dans votre dossier. Vous pouvez aussi participer à des cordées de la réussite
et nous remonterons aussi cette information dans votre dossier. Voilà ce que je voulais vous dire. Slide suivante, qui doit être la 33. Date limite pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux, le mercredi 3 avril, 23h59, heure de Paris. Là aussi, quelques jours avant, je vous enverrai un récap pour chacun des vœux que vous avez formulés. Voilà ce qui vous reste à faire. Et après le 3 avril, on vous enverra un compte-rendu qui dit voilà tout ce que vous avez validé dans votre dossier. Voilà, soyez vigilants sur le calendrier, simplement pour vous rappeler ces dates-là. Avant de prendre quelques questions, évidemment complémentaires, peut-être juste un point sur la slide 34 de synthèse, peut-être des échanges qu'on a pu avoir. D'abord, prenez connaissance du calendrier de Parcoursup, des modalités de fonctionnement. Je le rappelle, sur le site parcoursup.gouv.fr, il y a plein de petites vidéos tutos, il y a une FAQ très complète. Vous y retrouvez aussi des petites rubriques avec des informations spécifiques. N'attendez pas la dernière minute pour formuler vos vœux et votre projet d'orientation. N'hésitez pas à explorer le moteur de recherche, à consulter des fiches de formation qui vous intéressent. Voilà. Ne restez jamais seul avec vos questions. Je crois que alors les collègues de l'appel sont là pour parfois vous renseigner, mais on a aussi les réseaux sociaux de Parcoursup, la messagerie contact de Parcoursup. Vous avez aussi en proximité le professeur principal. Là, encore une fois, c'est pas parce que le lycéen, c'est la première fois qu'il vient sur Parcoursup et c'est un peu intimidant. Eh bien, les professeurs, eux, sont là et ont acquis de l'expérience. Faites les vœux pour les formations qui vous intéressent. Ça ne sert à rien de faire des vœux pour des formations qui ne vous intéressent pas. Ça va sans dire, mais là aussi, ça va mieux en le disant. Ne vous auto-censurez pas. Pensez à diversifier ces vœux. Ça veut dire que vous avez le droit d'être ambitieux. Vous pouvez demander une formation et moi, je vous encourage toujours à être ambitieux. Vous avez le droit aussi de faire des vœux de raison, des vœux de sécurité. Finalement, chacun se fera son petit panier de vœux en composant entre les vœux de cœur, les vœux de raison et les vœux de sécurité. C'est à chacun de déterminer son petit panier. Et puis, anticiper le déroulement de la phase d'admission. C'est pas parce que le lycéen n'a pas à hiérarchiser ses vœux qu'il n'a pas non plus à réfléchir à qu'est-ce qui l'intéresse le plus parmi les formations sur lesquelles il a formulé des vœux. Je dis ça parce qu'on se retrouvera ensemble au mois de mai pour aborder les échéances de la phase d'admission et que dans la phase d'admission, ce qui compte, c'est de choisir. Et donc, parce que Parcoursup, à la fin, c'est d'organiser le choix dans les meilleures conditions, mais il faut faire un choix. Voilà pour ces éléments de synthèse. Évidemment, je me prête à vos questions s'il y en a de complémentaires permettant de préciser le propos. Oui, merci Monsieur Teilhard. Alors, bien entendu, il y a des questions. Et la première, on ne va pas commencer à brouiller les pistes, mais beaucoup de parents nous posent la question en disant quelle est la différence entre le 3 avril et la date limite du 14 avril? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, c'est le 14 mars. Voilà. Donc, la confusion, en fait. C'est le 14 mars et le 3 avril. Oui, mais certains parents nous ont posé la question entre 3 et 14 avril. Donc, c'est pour ça que je me permettais de revenir dessus, que l'on reprécise bien. Il y a peut-être des vacances scolaires le 14 avril, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une échéance de Parcoursup. Merci, Monsieur Teilhard. Alors, vous vous doutez, beaucoup de questions autour du CV, en nous disant, effectivement, nous avons bien compris qu'il est intéressant de faire des lettres de motivation, de pouvoir ajouter les éléments demandés, mais qu'en est-il lorsqu'il y a en fait plusieurs écoles du même groupe? Doit-on faire ces lettres de motivation pour chacune d'entre elles ou une seule suffit-elle? En fait, la réponse est assez simple. Quand vous avez qu'une seule, finalement, quand vous avez un seul concours et qu'il y a plusieurs écoles mais rattachées au même concours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dossier est examiné qu'une seule fois et qu'ensuite, la même réponse sera apportée, mais selon les différentes écoles que vous avez et votre classement variera en fonction des écoles demandées, mais votre dossier est examiné qu'une fois, donc qu'une seule lettre de motivation. Par contre, si vous êtes intéressé, par exemple, par le BTS métier de la chimie et que vous avez choisi 5 lycées, là, c'est bien 5 lycées différents. Chacun va examiner votre candidature de manière différente et donc la lettre de motivation est différente d'un lycée à l'autre. Évidemment, il y a sans doute 90% de la formation qui est la même, donc vous pouvez préparer. Je vous dis juste, faites attention au copier-coller quand vous les faites parce que j'ai déjà eu des enseignants du supérieur me disant
Ah, il y a un lycéen, il était très sympa, l'aide de motivation est pas mal, mais en fait, il n'a pas regardé quand il faisait des copier-coller et il a dit à tous les établissements qu'il y avait le lycée, je sais pas quoi, Lamartine, qui l'intéressait tout particulièrement. Voilà, ça fait partie des petites précautions. Relisez-vous. Faites vérifier, y compris par vos parents. Hein. Moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Ils font une petite relecture pour éviter qu'il y ait à la fois des copier-coller malheureux et puis peut-être 2-3 fautes qui se baladent dans la première phrase qui toujours font une mauvaise impression sur la lecture. Alors, une autre question qui concerne l'apprentissage. Alors, pour l'apprentissage en BTS, est-ce qu'il faut trouver son employeur avant la phase d'admission? Non, pas nécessairement. Vous pouvez vous trouver votre employeur à votre rythme. Alors, si vous l'avez même trouvé avant la phase d'admission, bah, c'est très bien et vous pourrez enregistrer votre contrat. Si ça n'est pas le cas, c'est pas un drame. Là, généralement, il y a beaucoup de recrutements en apprentissage au mois de juin, au mois de septembre. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. D'où le conseil que je faisais tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par un BTS particulier, et que celui-ci propose à la fois une formation sous statut étudiant et une formation en apprentissage, à faire les deux vœux, parce que vous pouvez très bien vous sécuriser en ayant une place sous statut étudiant en attendant de trouver un employeur. Alors, question très pratique, hein, mais qui concerne certains enfants et certains parents aussi. Lorsqu'il y a en fait un déménagement qui intervient après le 14 mars, en fait, avec un changement de département, comment cela se passe-t-il? Alors, excellente question. Alors, je vais répondre deux fois. Si vous changez du département dans la même académie, ça n'a pas vraiment d'impact. Puisque je l'ai dit, la zone de priorité géographique pour accéder aux licences à l'université, c'est l'académie. Par contre, si vous déménagez, et évidemment, ça arrive chaque année à des milliers de parents, eh bien, vous pouvez, via la messagerie contact dans Parcoursup, signaler cela à l'académie. Qu'est-ce qui se passera très concrètement? Alors, l'académie vous demandera peut-être des justificatifs pour montrer que vous déménagez, voilà. Vous aurez un dialogue avec les responsables de l'académie à travers votre dossier Parcoursup, hein, ça ne sort jamais du dossier Parcoursup, mais on pourra à ce moment-là prendre en compte à la fois, eh bien, déjà vous donner, être prioritaire à la fois là où vous habitez, puis être prioritaire là aussi là où vous habiterez. J'imagine que vous ferez peut-être des vœux en disant bah, je fais les vœux sur la destination à laquelle je serai au mois de septembre. Eh bien, Parcoursup vous rendra prioritaire là où vous serez au mois de septembre. Voilà. Donc, on sait prendre en compte l'échéance pour que vous puissiez remonter cette information, c'est le 15 mai. Parfait. Et alors, question, j'allais dire subsidiaire, mais qui n'en est pas une et loin de là. En fait, que faut-il faire entre le 14 mars et le 3 avril? Alors, entre le 14 mars et le 3 avril, on complète son dossier et on confirme son vœu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour ceux qui ont un petit trou de mémoire, c'est la slide, j'y arrive. C'est la slide 24, ça sera votre anti-sèche. Qu'est-ce qu'on fait pour entre le 14 mars et le 3 avril? Donc, première étape, on complète son dossier. Je dois faire une lettre de motivation, je dois remplir ma rubrique préférences et autres projets. Je dois, le cas échéant, aller compléter ma rubrique activité centre d'intérêt. J'ai des pièces à fournir, je dois le faire entre le 14 mars et le 3 avril. Deuxième chose, vous devrez confirmer votre dossier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que vous avez complété l'ensemble des éléments pour un vœu, vous le confirmez. Voilà, Parcoursup vous demande de le faire et seuls les vœux confirmés avant le 3 avril 2024, 23h59 sont ceux qui seront communiqués aux formations post-bac pour qu'elles l'examinent entre le mois d'avril et le mois de mai. Merci. Alors, dernière question, Monsieur Teilhard, parce qu'après, nous allons être obligés de passer la parole. Question, en fait, qui est sur les bulletins. En fait, dans mon établissement, les bulletins sont faits de manière semestrielle. Or, vous demandez sur Parcoursup 3 bulletins. Comment cela se passe-t-il? Les bulletins, le proviseur adjoint, généralement celui qui s'en occupe dans le lycée, remontera les bulletins du premier semestre qui seront intégrés dans Parcoursup. Parcoursup s'adapte en fait à l'organisation pédagogique qui a été voulue par votre lycée. S'ils ont fait du trimestre, on prend en compte les 2 premiers trimestres. Si vous avez fait en semestre, on prend en compte les éléments du premier semestre. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Monsieur Teilhard. Alors, pas de stress.
Il y a des réponses à tout, vous l'avez dit. Les parents sont là pour accompagner donc leurs enfants. Des dates importantes, 14 mars, 3 avril, à bien retenir. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. Le chat sur Parcoursup pour pouvoir également revenir sur les différentes problématiques que vous pourriez avoir. Monsieur Teilhard vous l'a dit, il y a des réponses à tout. Et je passe la parole à Laure pour le mot de fin. Nous voici arrivés au terme de notre deuxième webinaire sur Parcoursup. Je pense que toute l'appel peut remercier Monsieur Teilhard pour ses précieuses informations sur le choix des vœux. Nous vous rappelons qu'une foire aux questions de Parcoursup est disponible et régulièrement actualisée. Toutes les ressources et tutos sont à disposition sur le site Parcoursup. Je voudrais remercier l'équipe ICF nationale et ainsi que les élus qui accompagnent l'ICF, Catherine Romuald, Hélène Lobignac, Christian Josse et Élise Pinto. Nous vous donnons rendez-vous pour notre troisième webinaire le 28 mai prochain sur Parcoursup. N'oubliez pas aussi de noter que nous organisons un webinaire ce lundi 12 février à 18h30, un webinaire consacré à l'aide à apporter aux jeunes pour faire un choix dans les méandres des offres post-bac. C'est un webinaire qui est organisé conjointement par l'APEL et la FESIC. En attendant, je vous remercie de votre participation. Nous vous remercions de votre participation et surtout de votre compréhension suite à nos quelques soucis techniques de début de webinaire. Vous pourrez retrouver le webinaire sur le site apel.fr. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à très bientôt.